On va démarrer, donc je vous invite à vous asseoir, même si on a appris dans notre exposé précédent que l'ennemi public numéro 1, c'est la chaise, n'est-ce pas? C'est ce qui nous tue le plus, avant l'alcool, avant le tabac, c'est d'être assis. Je suis désolé de vous l'annoncer, vous êtes assis. Et ceux qui ne sont pas encore assis, asseyez-vous. On va donc reprendre pour 1 heure. Sachez que chaque heure que vous passez assis sur une chaise, c'est quelques minutes en moins sur votre espérance de vie. Donc dès qu'on sera en dehors d'ici, relevez-vous de nouveau. Mais je vous invite quand même à prendre juste quelques minutes de plus pour qu'on puisse accueillir Mathieu Chessignet. On ne présente plus Mathieu. Sachez que c'est une des rares personnes que je suis sur LinkedIn, c'est Mathieu. Donc si moi je le suis, il y a des bonnes raisons pour le suivre, suivez-le. C'est vraiment quelqu'un, et ça vaut la peine. Il est bizarrement un vrai ingénieur, mobilité, qualité de l'air, mais il est aussi quelqu'un qui s'intéresse vachement aux commerçants. Comment est-ce qu'un ingénieur s'intéresse aux commerçants ? Il vient de m'expliquer qu'il a pris ce détour parce qu'il s'est rendu compte que les commerçants sont le principal frein à ce qu'on ait une mobilité plus intéressante de nos villes, plus en faveur du corps en mouvement, plus en faveur de la marche et les vélos. Vous savez que souvent, les Neinsager, comme on dit en Suisse, les 10 heures de non, mais il n'y a pas que. Moi, je connais des tas de Neinsager, il y a des tas d'espèces de Neinsager. Vous avez le Neinsager du patrimoine, vous avez le Neinsager de l'eau, vous avez le Neinsager qui vous dit que vous ne pouvez rien planter, rien ne pousse. Vous avez le Neinsager qui vous dit que les enfants vont tous mourir dès que vous les mettez en dehors d'un passage piéton. Des Neinsager, je vous encourage à faire la liste de combien de Neinsager vous connaissez, vous verrez que vous en avez au moins 30. Mais les commerçants en particulier, et donc Mathieu va nous expliquer comment on peut tacler ces Neinsager en particulier qui sont les commerçants. Merci à toi, tu as le floor donc pendant une 30aine de minutes. Merci. Merci Sonia, bonjour à toutes et tous. Donc j'ai intitulé ma présentation « Quartier apaisé, la mort du commerce » pour l'interrogation. Je le pose de manière assez provocante, c'est comme ça que c'est souvent posé un peu dans les médias. Bon, comme l'a dit Sonia, je pense que vous avez compris un peu quel va être mon discours. C'est cette idée reçue qui est très ancrée, elle est complètement fausse. Mais voilà, là je vous le dis en 2 mots, je vais essayer de le détailler en une demi-heure et de vous présenter les grands enseignements d'études, les grands chiffres qui existent sur ce sujet-là. Ils ne sont pas très nombreux, qu'on va le voir, mais il y en a quelques-uns qui permettent d'avoir des conclusions qui me semblent assez intéressantes. Donc bon voilà, j'ai été présenté par Sonia, donc je ne vais pas trop y revenir. Je travaille dans une agence d'État d'expertise sur les sujets d'environnement en France. Je mène aussi des travaux plus personnels, notamment via mon blog perso et notamment sur ce sujet-là, et puis via mon compte Twitter ou LinkedIn au choix. Voilà, c'est des sujets que j'observe et sur lesquels j'essaye de réagir, d'analyser. Alors, pour faire le constat, déjà, faut avouer quand même que nos centres-villes, partout en Europe, ici ce sont des chiffres pour la France par exemple, partout nos centres-villes sont plutôt en souffrance quand même. Ici on regarde quoi? C'est le taux de vacances commerciales dans les villes moyennes en France, dans les centres-villes en France, donc c'est-à-dire le taux de vitrines vides, donc de commerce vacant, qui a été quasiment multiplié par 2 entre 2012 et 2018. Donc il y a plusieurs raisons à ça. Il y a notamment le e-commerce, raison bien connue et assez évidente. Il y a aussi le fait qu'on a des zones commerciales qui ont tendance à pousser comme des champignons partout en périphérie des villes. Et forcément, c'est pas parce qu'on a un magasin dans le centre-ville, un magasin à l'extérieur, qu'on va aller acheter 2 fois sa baguette ou qu'on va acheter 2 fois plus de vêtements. Donc il y a forcément des vases communicants qui se font. Et donc ces zones commerciales périphériques vident d'une certaine manière les commerces de leurs clients. Donc un vrai problème objectif en fait. Donc le taux de vacances augmente d'à peu près 1 point par an dans les villes françaises. Et je suis sûr que si on regarde les chiffres en Belgique ou dans d'autres pays proches, on serait à peu près sur les mêmes valeurs. Donc sur le constat, tout le monde est à peu près d'accord. Maintenant, c'est sur les réponses à ce constat qu'on est en désaccord, qu'il existe des désaccords en tout cas. Certains considèrent que finalement, pour redynamiser le commerce de centre-ville, il faut toujours faciliter davantage les facilités de stationnement et de circulation automobile en se disant on va attirer des gens qui vont venir de plus en plus loin et qui vont venir consommer dans mon centre-ville. Ça, c'est un petit peu la première école qui est souvent un peu la vision des commerçants en fait, pour résumer. La deuxième école, c'est de dire finalement pour que les gens aient envie de venir consommer en ville, il faut leur proposer des espaces qui soient qualitatifs. Si on leur propose une autoroute à voiture, ils vont peut-être pas avoir envie de consommer. Donc il faut plutôt travailler sur l'ambiance urbaine,
en faisant plus de place aux piétons, en plantant des arbres, en faisant des pistes cyclables, etc. Mais cet espace-là, on ne va pas le trouver du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il faut bien reprendre de l'espace à quelqu'un d'autre, et en l'occurrence la voiture. Donc ces deux visions sont en opposition l'une avec l'autre. Et ce que disait Sonia, c'est que moi j'observe partout, dans toutes les villes, en France, à l'étranger. Aujourd'hui, quand les municipalités ont un projet de transformation de l'espace public qui vise à rendre l'espace plus agréable et donc réduire la place de la voiture, vous avez toujours les commerçants. Vous avez toujours une levée de bouclier en fait, de la part des commerçants dans toute ville, dans les petites villes, dans les grosses villes. Même à Paris, par exemple, où on sait que personne ne se déplace en voiture. Et ben, vous supprimez 3 places de stationnement, vous avez des commerçants qui vont vous expliquer que ça va être la mort de leur commerce, ça va être la mort de la rue. Et pour autant, on a très peu de chiffres. C'est vraiment un point très, très, très embêtant de tout ça, c'est qu'on a très peu de chiffres sur le sujet de la façon dont des clients se déplacent vers les commerces et sur ce que souhaiteraient les clients pour venir consommer plus souvent en centre-ville. On a très peu de chiffres sur ce sujet-là, ce qui fait qu'on n'a pas d'éléments objectifs en fait, pour débattre. Donc on débat sur des ressentis par articles de presse interposés. Vous avez les élus d'une part, les commerçants d'autre part, les riverains qui disent tous des choses selon leur propre expérience, leur propre ressenti, mais qui sont absolument pas basés sur de l'étude, qui sont absolument pas objectifs. Voilà, et malheureusement, voilà, je disais, il y a très peu d'études. Heureusement, il en existe quelques-unes, et je vais vous montrer ici ce que disent ces principales études, en fait, tout simplement. C'est assez simple, en fait, puisque les études montrent toujours exactement les mêmes choses. Toutes les études que moi j'ai étudiées, j'en ai mené certaines moi-même, puis j'en regarde beaucoup d'autres, dès qu'il y en a une qui sort, en France, à l'étranger, voilà. Et en fait, on a toujours les 4 mêmes résultats. Toujours pareil. Le premier, c'est que la plupart des clients vivent à proximité. Les commerçants croient toujours que les gens viennent de très loin pour venir dans leur magasin spécifiquement parce qu'il y a tel produit. En fait, non, les gens sont assez opportunistes. Ils vont consommer à un endroit parce qu'ils habitent pas loin, parce que c'est facile d'y aller, ils sont à proximité. La deuxième chose, j'illustrerai tout ça après avec des chiffres un peu plus concrets issus d'études, mais voilà. Ici, je résume les principaux constats. Le deuxième point, c'est que la plupart des clients viennent à pied. Ensuite, et très peu viennent en voiture. Donc la plupart viennent à pied, un petit peu viennent en transport collectif, un petit peu viennent à vélo, mais la plupart viennent à pied et une minorité vient en voiture. La troisième chose, c'est quand on demande aux clients ce qu'eux souhaiteraient finalement, ce qui leur donnerait envie de venir consommer plus souvent dans le centre-ville, en fait, ce qu'ils réclament, c'est moins de voitures et c'est des espaces apaisés, très clairement. Et le quatrième point, s'il y avait un seul point à retenir, c'est peut-être celui-là, finalement, qui explique un peu tous ces débats qu'on a, c'est que les commerçants surestiment systématiquement toujours le poids de la voiture parmi leurs clients. Ils imaginent toujours qu'il y a une part très importante de leurs clients qui viennent en voiture et une part nettement supérieure, très supérieure à la réalité des choses. Donc maintenant, si je détaille ces 4 points, donc le premier point, je vous l'ai dit, la plupart des clients vivent à proximité. Alors ici, je m'attarde un petit peu sur le graphique. C'est quoi? C'est une étude, c'est des études qui sont menées en France. Donc ici, c'est la moyenne de ces études. En haut, c'est pour les grandes villes. En bas, c'est pour les villes moyennes. Et en fait, on regarde sur le motif achat, donc tout type d'achat, aussi bien l'achat alimentaire que de l'habillement, que plein de choses différentes. On regarde où les gens consomment. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les habitants du centre-ville consomment en centre-ville, les habitants de la périphérie consomment en périphérie. De manière très claire, 84% des habitants de la ville-centre consomment dans la ville-centre. Et on voit que les résidents de la périphérie, finalement, viennent très peu consommer en centre-ville. Dans les villes moyennes, c'est à peu près la même chose. Vous avez juste un tout petit peu plus, 25, mais ça reste qu'un quart, qui vient consommer en centre-ville. Et 2 tiers qui consomment soit près de chez eux, et même 9% qui vont consommer dans une autre agglomération. Donc ça, c'est pour la moyenne en France. Donc en haut, on est sur des villes au-dessus de 100 000 habitants. En bas, on est sur des villes entre 10 000 et 100 000 habitants. Maintenant, si on regarde des exemples... Ça passe plus. Voilà, si. Si on regarde des exemples sur des villes, très concrètes, donc à Lille par exemple, on a fait une enquête de terrain, celle-ci c'est moi qui l'ai menée directement. On a envoyé des enquêteurs sur le terrain, c'est ça qu'il faut faire en fait, c'est envoyer des enquêteurs sur le terrain, on interroge les clients, on leur demande d'où ils viennent, on leur demande comment ils sont venus aujourd'hui, on leur demande ce qu'ils attendraient du centre-ville, etc. Et on comprend mieux les choses. Donc à Lille, quand on demande aux gens d'où ils viennent, les gens du centre-ville, qui consomment dans le centre-ville, vous avez 63% qui habitent dans la ville de Lille, donc un tiers qui habite dans la ville de Lille, 2 tiers, pardon,
Et puis 6% supplémentaires qui habitent vraiment dans la première couronne, donc vraiment à proximité. Donc ça fait quasiment 70% des clients du centre-ville qui en fait sont très proches, vivent très proches du centre-ville. Sur une ville comme Nancy, c'est à peu près la même chose. Vous avez 57% qui habitent dans la ville de Nancy. Et puis 32% qui vivent dans l'agglomération de Nancy. Donc soit au total 89% des clients qui habitent dans la métropole du Grand Nancy, donc qui habitent vraiment à proximité. Parce qu'en fait, Nancy est une métropole particulière qui est très dense, très compacte. Et quand on dit que 89% d'habitants de la métropole, tout point de la métropole du Grand Nancy est à moins de 5 km du centre de la ville de Nancy. Ça, il faut le savoir. C'est une métropole un peu particulière, très compacte. Ouais, c'est vrai que quand je discute avec des commerçants de Lille, par exemple, ils me disent toujours ouais, mais vous comprenez, moi, il y a plein de Belges qui viennent consommer dans le centre-ville, donc vous pouvez pas, vos conclusions, elles s'appliquent pas. Ben, en fait, oui, il y en a. Mais c'est 5% d'étrangers, donc une grosse partie de Belges, mais également éventuellement d'autres pays. Donc Nancy, 89%. Si on regarde une ville comme Nantes, bah, c'est à peu près pareil. 53% des consommateurs du centre-ville habitent dans la ville de Nantes. Et même une très grosse partie habite dans l'hyper-centre-ville de Nantes. Et puis une partie, 32% supplémentaire, habitent dans la métropole de Nantes. Donc ça, c'était pour le premier point. Sur le premier point, donc deuxième point, la plupart des clients viennent à pied, très peu en voiture. Donc là, si je reprends les chiffres de tout à l'heure, là, donc la moyenne dans les grandes villes françaises, en moyenne, 64% des clients des centres-villes viennent à pied. Et seulement un quart en voiture et 10% en transport collectif. Alors on voit à côté, donc là c'est ce que j'ai entouré en rouge, c'est le petit commerce. À gauche, c'est les grandes surfaces de la commune-centre, et puis à droite, c'est les commerces de périphérie. Même en périphérie, finalement, tout à droite, on voit que 40% des clients des petits et moyens commerces de périphérie viennent quand même à pied. Donc c'est déjà pas négligeable. Mais en tout cas, en centre-ville, c'est une très claire majorité de piétons. Ici, ce sont les villes moyennes, donc entre 10 et 100 000 habitants. Donc on voit que là, c'est 50-50. Là où les commerçants ont toujours l'impression que tout le monde vient que en voiture, en fait, c'est quand même la moitié qui viennent autrement qu'en voiture. Maintenant, si on regarde les villes que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc à Lille, par exemple, très clairement, le premier mode de déplacement, c'est également à pied. 42% des clients sont venus à pied. Arrivent après à égalité les transports collectifs et la voiture, 21% en voiture. Transport collectivité, en fait, c'est 21% pour les transports plutôt urbains, plus 7% le train, donc ça fait quand même 28% au total. Donc on va dire c'est le deuxième motif. Et puis 5% vélo, donc seulement 1/5 des clients viennent en voiture. Si on regarde à Nancy, c'est 39% à pied. La marche à pied est encore une fois le mode de déplacement numéro 1. Et puis un tiers vient en voiture, Nancy étant un peu plus petit que Lille. On voit que c'est assez proportionnel à la taille des villes en fait. Et puis derrière, 13% à vélo, c'est quand même pas rien non plus. Et puis 11% vient en transport collectif. Sur Nantes, c'est la seule ville que je connaisse où c'est une majorité de transport collectif. Là, on est à 38% de transport en commun, 27% à pied, et puis 21% en voiture. Encore une fois, là, on est sur le même chiffre, exactement le même chiffre qu'à Lille, donc 1/5. Et puis, on a même mené des enquêtes dans des villes qui sont beaucoup plus petites, parce que vous pourriez me dire, finalement, vos chiffres, ils sont bien, mais c'est que des grandes villes, et comment ça se passe ailleurs. Alors, moi, j'ai testé une enquête sur la ville de Saint-Omer, qui est une ville de 13 000 habitants, qui est dans le nord de la France, pas très loin de Lille. Et on regarde que même dans une ville comme ça, finalement, qui est quand même une toute petite ville, assez peu dense, avec des distances quand même importantes, on voit que dans le centre-ville, vous avez quand même quasiment 40% des clients qui viennent à pied. Et puis 60% qui viennent en voiture. Donc certes, c'est le moyen de déplacement numéro 1, mais c'est pas non plus une majorité écrasante, quoi. Il y a quand même des piétons. Il y a quand même un certain équilibre entre les deux. Alors en fait, je le disais tout à l'heure, ici j'ai représenté finalement toutes les villes pour lesquelles on dispose d'une part modale de la voiture pour le motif donc achat en centre-ville. Et on voit que c'est vraiment très lié à la taille, en fait, la taille des villes. Donc ici, si on regarde tout à droite, donc Paris, c'est 5% des clients qui viennent en voiture. À gauche, donc la plus petite ville que j'ai trouvée, c'est Saint-Omer, 60%. Et on voit qu'il y a une très bonne corrélation entre les deux. Et on voit que dans des villes autour de 100 000 ou 200 000 habitants,
très vite on tombe à un tiers. Et dès lors qu'on dépasse les 20 ou 30 000 habitants, finalement, la part modale de la voiture, c'est seulement 50%. Ça passe en dessous de 50% au-delà de cet adulte. Donc très rapidement, en fait, on se rend compte que la voiture devient minoritaire, ou en tout cas n'est plus majoritaire dans les déplacements des clients des commerces. Donc une ville comme Cahors, par exemple, qui doit faire 30 ou 40 000 habitants, vous avez seulement 45% des clients des commerces de centre-ville qui viennent en voiture. Donc ça, c'est vraiment pour on va dire, les chiffres objectifs sur la façon dont se déplacent les clients. Donc ça, c'est vraiment les premières questions qu'on va poser dans ce type d'enquête, dans ce type de questionnaire de terrain. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on interroge les clients sur ce qu'ils souhaiteraient, en fait, sur l'évolution qu'ils souhaiteraient des centres-villes. Et là, on voit qu'il y a des surprises. C'est pas du tout... c'est assez différent de ce qu'on entend parfois, ou en tout cas de ce que nous disent les commerçants, quoi. Donc on a testé plein de modalités de réponse, par exemple. Donc là, je reviens toujours à l'enquête de Lille, par exemple. On leur demande en gros ce qui vous donnerait envie de venir en centre-ville. C'est quoi? Est-ce qu'il faudrait faciliter l'accès en voiture, ou est-ce qu'il faudrait globalement faire autre chose, quoi? Donc on propose plein de modalités différentes, par exemple des trottoirs plus larges et moins encombrés. Par exemple, est-ce qu'il faudrait faciliter l'accès de stationnement vélo? Est-ce qu'il faudrait réduire les nuisances du trafic motorisé et dont le bruit? Est-ce qu'il faudrait des transports collectifs qui soient plus efficaces ou gratuits? Ou encore, est-ce qu'il faudrait plus de végétation? Donc, on voit que si on regarde la modalité plutôt voiture, c'est le gris, c'est 23% des répondants qui vous disent pour améliorer l'attractivité du centre-ville, finalement, il faut faciliter l'accès automobile, 23%, même pas un quart. Et puis 3/4 vous répondent autre chose. On voit notamment sur la végétalisation, il y a une forte demande. Mais globalement, il y a une demande un peu pour tout, c'est-à-dire des meilleurs trottoirs à la fois pour les piétons, pour les transports collectifs et pour le vélo, quoi. Ensuite, on a une autre enquête qui a été menée à Rouen par Sonia et ses équipes, en 2017, il me semble, 2016, qui montre en fait la même chose. C'est quand on interroge les clients, donc selon le type de commerce, soit plutôt des commerces, soit des services, soit des restaurants, on voit que ce qui leur donnerait envie de venir plus souvent, finalement, c'est le principal frein, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de bruit et de circulation. C'est la modalité numéro 1 de réponse à chaque fois. Alors ensuite, en deuxième, il n'y a pas assez de stationnement, mais c'est que 20% des réponses à peu près, seulement 20%. Et puis ensuite, quand on arrive derrière, c'est à nouveau des réponses du style il n'y a pas assez d'espace pour marcher, ou il y a trop d'obstacles sur les trottoirs. Donc en gros, il faut redonner une place centrale aux piétons, et c'est toujours plébiscité dans les villes où on teste ce type de questions, quoi. Donc à Lyon, j'y reviens pas, mais c'est les mêmes choses. Et là, je m'attarde un petit peu sur Saint-Omer, 13 000 habitants, je vous l'ai dit tout à l'heure. La plupart des clients viennent en voiture, 60% des clients viennent en voiture. Mais quand on leur demande ce qui leur donnerait envie de venir plus souvent, finalement, c'est pas la voiture qui ressort tant que ça. Vous avez seulement 39% des clients, de l'ensemble des clients, qui vous disent il faudrait faciliter le stationnement et la circulation automobile. Et puis, donc, vous en avez 61% qui réclament autre chose. C'est-à-dire que même les automobilistes, finalement, en fait, ils sont pas si automobilistes que ça, ou en tout cas, ils aimeraient bien parfois avoir autre chose, pouvoir se déplacer peut-être à pied. Et puis, de toute manière, même quand on vient en voiture dans un centre-ville, à un moment donné, on sort de la voiture. À un moment donné, on se retrouve en situation de piéton. Donc, on ne raisonne pas forcément en fonction du déplacement, mais parfois en fonction de l'expérience qu'on vient trouver une fois qu'on est sorti de sa voiture. Et donc, il y a même chez ces personnes-là, en fait, finalement, observer les parts modales, c'est pas suffisant pour en déduire des choses sur ce qu'il faudrait faire pour améliorer le centre-ville. Il faut aussi, donc, d'où l'intérêt de poser ce type de questions beaucoup plus qualitatives et qui permet de se rendre compte vraiment de ce que souhaitent les gens. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est toujours dans cette même enquête, on a testé des mesures qui ont été prises récemment, voir un peu si elles sont acceptées ou pas par les personnes qui viennent de consommer un centre-ville. Par exemple, le 30 km/h. On voit que sur le 30 km/h, vous avez à Lille 70% des personnes qui sont pour, des personnes qu'on a interrogées, des clients du centre-ville qui sont pour le 70 km/h, 70% qui sont pour le 30 km/h, pardon. Et même à Saint-Omer, encore une fois, je vous ai dit, c'est une ville où les gens se déplacent en voiture, mais 70% des personnes sont quand même pour le 30 km/h. Donc encore une fois, c'est parce qu'on se déplace en voiture qu'on veut se déplacer à fond partout et tout le temps. Et puis on a testé une autre question, c'est sur la piétonisation du centre-ville le samedi. Alors il faut savoir que dans le centre-ville de Lille est piétonisé tous les samedis. Et là, c'est vraiment plébiscité, puisque 84% des clients du centre-ville vous disent qu'ils sont favorables
à cette piétonisation du centre-ville le samedi. Alors on pourrait dire, ok, mais ce sont les piétons qui répondent ça, mais en fait pas du tout. Quand on regarde uniquement les réponses d'automobilistes, les chiffres sont exactement les mêmes. Vous avez 70% des automobilistes qui sont pour le 30, et vous avez 85%, le chiffre est même un tout petit peu plus élevé, des automobilistes qui sont pour la piétonisation du centre-ville le samedi. Et puis à Nancy, mais j'y passe pas parce que voilà, mais on a 3/4 à peu près des clients qui ont été interrogés qui réclament une piétonisation de certaines rues du centre-ville. Et en fait, finalement, par rapport à l'ensemble des usagers, les clients, ceux qui viennent donc consommer, sont encore plus favorables à ce type de mesures. Alors le point 4, il est vraiment important, c'est que les commerçants surestiment toujours le poids de la voiture parmi leurs clients. Je vous montre l'exemple le plus... oula, c'est passé un peu vite. L'exemple où c'est le plus frappant, c'est à Nancy, où en fait, je vous ai montré tout à l'heure que vous aviez seulement 35% des clients à droite là, qui viennent en voiture. Quand vous interrogez les commerçants, que vous leur dites, selon vous, comment viennent vos clients? En fait, ils s'imaginent que 77% de leurs clients viennent en voiture. La réalité, c'est 35%. Donc, ils surestiment de plus de 40 points. Et au contraire, ils imaginent que personne ne vient à pied, quoi. Ils imaginent que seulement 11% des clients viennent à pied. La réalité, c'est 39%. Et que 1% viennent à vélo. La réalité, c'est 13%. Donc, voilà, c'est 13 fois plus. Donc forcément, eux croient que 77% de leurs clients viennent en voiture. Donc forcément, vous leur dites, on va faire un projet, on va réduire des places de stationnement, on va réduire la place de la voiture, bah forcément, ils sont contre. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas, c'est en partie dû par une méconnaissance en fait, de la réalité des choses. D'où encore une fois le besoin de faire des enquêtes pour mettre de l'objectif dans tout ça. Ici à Bruxelles, c'est une étude qui date un peu, mais on a les mêmes choses. Par exemple, sur ce quartier-là, ils ont étudié plusieurs quartiers. Les commerçants pensaient que 52% des clients venaient en voiture. La réalité, c'était à peu près 10%. Et puis vous avez d'autres... J'arrive plus à passer. Voilà, donc à Grasse, par exemple, en Autriche, vous avez les mêmes résultats, 32% des clients viennent à pied, les commerçants pensent que c'est 58%. Et puis enfin, à Berlin, vous avez les mêmes résultats. En gros, ils sous-estiment la marche, le vélo, les transports publics, ils surestiment la voiture. Donc en orange, c'est la perception des commerçants, et en bleu, c'est la réalité des choses. Donc en gros, voilà, on surestime tout le temps. J'essaie de représenter sur un graphique le nombre de points de surestimation de la part des commerçants. Il y a juste à Rouen où ils étaient vraiment ils estimaient bien les choses, mais partout ailleurs, voilà, en général, c'est autour de 20 à 25 points la surestimation de la part des commerçants. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on regarde ce paramètre en fonction du moyen de transport qui est utilisé par le commerçant lui-même. En gros, ce qu'il faut retenir là, dans ce que j'ai entouré, c'est que les commerçants qui se déplacent eux-mêmes en voiture surestiment encore plus la part des clients qui viennent en voiture. Et on retrouve la même chose pour les autres modes de transport. Les commerçants qui viennent à vélo surestiment la part des clients qui viennent à vélo. Les commerçants qui viennent à pied surestiment la part des clients qui viennent à pied. Et pareil pour les transports collectifs. Il y a toujours une sorte de projection de son cas personnel qui vient un petit peu percuter tout ça. Et voilà. Et donc là, c'était assez frappant. C'est la seule étude à ma connaissance qui a étudié aussi finement les choses et en fonction du mode de déplacement du commerçant, mais ça donne des résultats quand même assez éclairants. Alors pourquoi, voilà, la question que moi je me suis posée, c'est pourquoi il y a cette surestimation de la part des commerçants? En fait, j'ai un peu regardé les chiffres, j'ai un peu réfléchi à la question et j'en identifie 3. Donc le premier, c'est que en fait, les commerçants font partie de la catégorie socio-professionnelle qui se déplace le plus en voiture, qui se déplace le moins, qui utilise le moins les alternatives à la voiture. On le voit ici, on a représenté les différentes catégories socio-professionnelles et on voit que par rapport aux cadres, aux professions intermédiaires, aux employés ou aux ouvriers, ils utilisent très peu les mobilités alternatives, donc eux-mêmes se déplaçant beaucoup en voiture, fréquentant beaucoup aussi des personnes comme eux qui se déplacent en voiture, ils ont l'impression que tout le monde fait comme eux et tout le monde se déplace en voiture, y compris dans les centres urbains très denses. La deuxième explication que je donne, c'est qu'en fait, les automobilistes sont globalement plus râleurs que les autres. Je pense que vous avez tous vécu cette situation où vous êtes dans un restaurant, vous êtes dans un magasin, et puis il y a une personne qui rentre et qui se permet de dire au serveur ou au commerçant « Ah bah dis donc, c'est compliqué de se garer dans le quartier » ou « Ah bah dis donc, on circule mal aujourd'hui ».
Et ça, c'est des choses que les commerçants entendent 5 fois par jour. Donc au bout d'un moment, forcément, ça les travaille et ils se disent bah oui, il y a du vrai. Mes clients me disent ça, il y a donc un problème. Et au contraire, le piéton qui est venu, qui a slalomé entre 3 poubelles, qui a eu un scooter garé sur le trottoir et puis une voiture qui était en double fil ou je ne sais quoi, il ne va pas se plaindre. Il ne va pas se permettre de se plaindre. Celui qui est venu à vélo, qui a eu un peu de mal aussi, qui a été mis en danger ou je ne sais quoi, il ne va pas non plus se plaindre. Il n'y a que les automobilistes, je ne sais pas pourquoi, mais visiblement, il n'y a que les automobilistes qui rentrent dans un magasin et qui disent qu'on ne peut pas se garer dans le quartier. Donc ça influe forcément sur la perception des clients, des commerçants. Et puis enfin, il ne faut pas oublier non plus que c'est un rapport de force, tout ça. En général, quand il y a des travaux pour faire passer un tramway ou qu'il y a des travaux pour piétoniser une place, etc., il y a souvent des compensations financières qui sont accordées aux commerçants. Ou en tout cas, il y a des compensations, on va dire, à l'avenir, je vais demander à la collectivité d'investir de l'argent dans ma rue, dans mon quartier. Et donc, des fois, ils ont tendance à mentir un petit peu ou bluffer, on peut le dire comme ça, sur les chiffres réels. Je donne par exemple cet exemple à Madrid, où vous avez eu une instauration d'une zone à faible émission dans le centre-ville, avec une réduction de la place globalement de la voiture. Les commerçants et l'association de commerçants annonçaient une diminution de chiffre d'affaires de 15%. Ils disaient on a perdu 15% de chiffre d'affaires depuis vos travaux. Et en fait, la réalité des choses, parce que là-bas, ils peuvent utiliser les données de transactions bancaires, ce qui donne une vision très très fiable de l'évolution du chiffre d'affaires d'une rue ou d'un quartier. Et les chiffres réels étaient donc que le chiffre d'affaires du quartier avait augmenté de 8,6%. Et eux disaient moins 15%. Vous voyez, il y a aussi une sorte de rapport de force qui se met en place. Donc il faut parfois aussi avoir un peu de recul par rapport à ce qu'on entend dans la presse ou autre, de la part des commerçants. Alors, vous pourriez me dire, ok, les automobilistes, vous m'avez montré, ils sont minoritaires, c'est peut-être 20% des clients, mais si on se passe de ces 20%, finalement, il en reste plus que 80%, ça peut mettre à mal le modèle économique d'un commerce. Alors, sur le papier, oui, le questionnement, il est légitime, sauf qu'en fait, on voit que ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Déjà, il faut un petit peu sortir de cette vision. Il y a les automobilistes d'un côté, il y a les cyclistes de l'autre, il y a les piétons. En fait, on est tous un petit peu tout ça à la fois. Et d'ailleurs, quand on demande aux gens, aux automobilistes, est-ce que parfois vous venez autrement qu'en voiture dans le centre-ville ? En fait, vous en avez seulement 13% à Lille qui vous disent non, je ne viens jamais autrement qu'en voiture. Vous en avez donc 87% qui vous disent oui, il m'arrive d'utiliser un autre mode de déplacement, en particulier les transports collectifs. Parfois c'est à pied parce qu'ils habitent pas loin ou parfois c'est à vélo. Mais en gros, on n'est pas automobiliste exclusif. En général, on arbitre entre les différents modes. Et donc, il n'y a pas vraiment cette image d'automobiliste. Il faut un petit peu en sortir. On est tous multimodaux, en fait. On a posé la question autrement, c'est si aujourd'hui, vous avez mis devant le fait accompli, le centre-ville il est fermé, vous ne pouvez pas venir en voiture, est-ce que vous seriez venu quand même ou pas et comment vous auriez fait ? Et bien là, vous n'en avez que 30% qui ne seraient pas venus et 70% qui se seraient débrouillés autrement, sans avoir eu le temps de se préparer. Enfin voilà, on les met vraiment devant le fait accompli, donc 70% seraient quand même venus. Ce qui veut dire que si je fais un petit calcul, vous avez 20% de gens qui sont venus en voiture, vous en avez 30% de 20% qui ne seraient pas venus. Même si on avait barricadé complètement le centre-ville, ce qui n'est pas du tout le cas ce qui n'est pas du tout le projet de la municipalité, mais même si vous aviez fait ça, vous auriez perdu seulement 6% des clients, ce qui n'est pas si important que ça. Et d'ailleurs, la ville de Lille a des comptages de fréquentation de son centre-ville. Aujourd'hui, c'est piétonisé le samedi. Vous avez 15% de fréquentation en plus qu'en 2019, avant le Covid, quand ce n'était pas encore piétonisé. Donc vous fermez aux voitures, mais vous avez plus de gens qui viennent parce que vous leur proposez une expérience plus agréable. Voilà, donc là, ça, je ne détaille pas. Donc finalement, ce chiffre-là, ça amène plutôt à cette question-là. Est-ce que l'adage « no parking, no business » qu'on entend un peu sur tous les tons et partout, ce ne serait pas plutôt moins de voitures, plus de business ? En fait, là, l'exemple de Lille le montre. Vous avez plus de clients aujourd'hui qu'avant. Et je vais vous montrer deux études qui sont, à mon sens, les plus détaillées sur ce sujet-là. Une étude qui a été menée en Espagne et une étude qui a été menée en Amérique du Nord. Donc, en Espagne, ils ont fait une étude sur 14 villes. Il y en a des petites, des moyennes, des grandes. Et ils ont regardé finalement l'évolution du chiffre d'affaires. Je vous le disais tout à l'heure, on peut utiliser les données de transactions bancaires. Donc, on a des choses extrêmement fiables, extrêmement précises. Et en fait, on se rend compte que la piétonisation permet d'augmenter significativement le chiffre d'affaires des commerces.
y compris quand on regarde par rapport au groupe contrôle qui est en bleu ici, en fait, parce que le chiffre d'affaires peut augmenter parce qu'il y a une croissance économique. Mais en fait, dans la zone piétonnisée, ça augmente encore plus vite que la tendance. Et ce qui est intéressant, c'est que l'étude vous dit que l'effet est encore plus important dans les villes petites à moyennes plutôt que dans les grandes villes. On pourrait se dire la piétonisation, c'est un truc qui marche dans les grandes villes, ça ne marche pas ailleurs. Ce que vous dit cette étude, c'est que c'est le contraire. Plus la ville est petite, mieux ça marche. Et la deuxième étude que je voulais vous montrer, c'est aux États-Unis, en Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Ils ont étudié 45 à peu près études de cas sur des projets soit favorables aux piétons, soit favorables au vélo, soit favorables aux deux à la fois. En vert, c'est quand ça a augmenté le chiffre d'affaires des commerces. En gris, c'est on ne sait pas trop. Et en rouge, c'est ça a diminué le chiffre d'affaires des commerces. Et on se rend compte que, en fait, en moyenne, dans 90% des cas, ça profite au commerce, ça profite au chiffre d'affaires du commerce. Et il y a seulement une toute petite proportion des cas d'usage où ça a pu diminuer un petit peu le chiffre d'affaires des commerces. Donc en fait, si on piétonise, on est aux États-Unis en plus, attention, c'est pas des piétonisations, parfois c'est des tout petits projets tout simples, du style j'ai fait 3 passages piétons sur la rue pour permettre aux gens de traverser plus rapidement. Parfois ça peut aller jusqu'à des piétonisations, mais voilà, pas toujours. Donc même des projets très simples, parfois, permettent d'augmenter le chiffre d'affaires des commerces. Donc finalement, quand on voit ça, on a 90% de chances que ça marche, 5% de chances que ça ne marche pas. Il n'y a pas trop de raison de freiner et de ne pas essayer. Alors des exemples comme ça, il y en a plein, j'essaie d'en recenser régulièrement, mais il y en a plein dans toute taille de ville, dans tout pays. Voilà, je ne vais pas les détailler, mais il y en a plein partout. Et globalement, à chaque fois qu'on essaye, ça fonctionne. Et puis voilà, je voulais rappeler aussi que il ne faut pas croire que c'est une tendance qui est récente, c'est une tendance qui est ancienne. Ici, il faut se rappeler que dans les années 70, 80, 90, toutes les places de toutes nos villes étaient devenues des parkings. On se garait même sur le parvis de Notre-Dame à Paris, par exemple. La Grand Place de Bruxelles, c'était un parking. Je ne sais pas si la place de la Bourse, c'était un parking à une époque, mais très probablement. Et donc, on l'a fait. À un moment donné, ça a crié. Les commerçants ont toujours combattu la repiétonisation de ces places-là en disant qu'ils allaient mourir. Aujourd'hui, on en a refait des places. Je pense que les commerces ne sont pas morts et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui propose de revenir à ce temps-là. Moi, je ne vois pas un seul candidat au municipal, en tout cas, qui propose de refaire un parking devant Notre-Dame, par exemple. Donc, preuve que finalement, quand on le fait, tout le monde trouve que c'est super et plus personne ne veut retourner en arrière. Donc, il faut quand même se rassurer en disant que voilà, c'est quand même la tendance et ça va plutôt dans le sens de l'histoire. Alors, je ne sais pas s'il me reste 5 minutes ou pas pour détailler, mais je le dis juste en 2 mots. Pour moi, un bon exemple, c'est la ville de Cahors, qui a vraiment impliqué les commerçants. Ils voulaient refaire une de leurs places, en fait, qui est la place du marché. Ils voulaient la piétoniser ou en tout cas réduire l'emprise de la voiture. Donc c'est un marché les mercredis, samedis. Le résultat, c'est un parking de 70 places. Et donc, pour moi, ils ont utilisé vraiment la bonne méthode parce qu'ils ont, 1, impliqué les commerçants. 2, ils ont lancé des études amont. En impliquant les commerçants, ils ont fait une enquête stationnement pour essayer de comprendre qui utilise ce parking, qui stationne, etc. Ils se sont rendus compte que c'est beaucoup les commerçants eux-mêmes qui stationnaient sur le parking. Ils se sont rendus compte que c'était aussi beaucoup de résidents qui utilisaient le parking, donc pas en rotation, mais en stationnement plutôt long, donc qui ne participent pas finalement à la vitalité des commerces. Et puis ensuite, ils ont fait une enquête auprès des clients des commerces et une enquête auprès des commerçants, ce qui leur a permis à la fois d'avoir un peu ce que je vous ai montré là, comprendre comment se déplacent les clients, quelles sont leurs attentes, et voir un peu quelle est la vision des commerçants eux-mêmes, et voir s'il y a un décalage par rapport à la réalité. Alors oui, il y avait un décalage comme partout. Mais voilà, quand on creuse, je détaille pas, mais globalement, il y a beaucoup de gens qui viennent à pied, les gens veulent la piétonisation, en gros. Et suite à ça, finalement, ça a vachement rassuré les commerçants. Et finalement, la municipalité a décidé de piétoniser cette place à horizon 2024-2025. Et les commerçants ayant été associés à tout ce processus, finalement, ils se sont rendus compte eux-mêmes de la réalité des choses. Et aujourd'hui, ils ne se mettent pas à critiquer dans la presse ou à demander aux élus de retirer leur projet. Voilà, donc en conclusion, donc les commerçants sont les opposants à ces projets. C'est souvent basé sur des idées reçues qu'il faut objectiver. Et donc mon message, vous l'aurez compris, c'est il faut vraiment lancer des enquêtes, il faut vraiment que les élus, avant tout projet de ce type, lancent des enquêtes pour comprendre les choses. Les enquêtes, elles peuvent être refaites au cours du temps pour voir si ça évolue. Mais en tout cas, il faut faire des enquêtes. Il existe des méthodologies aujourd'hui qui ont été testées ailleurs et qui peuvent être reprises. Voilà, notamment celle que moi j'ai testée,
qui est toute simple, hein, parce que je l'ai fait faire par des étudiants en fait, hein, donc c'était même pas enfin tout était gratuit par des bénévoles. Aujourd'hui, on peut refaire ce type d'enquête. Alors, passer par un bureau d'études, c'est encore mieux parce que vous aurez des résultats avec des échantillons plus gros, etc. Mais déjà, tout simplement, vous pouvez faire des enquêtes pour objectiver les choses et surtout associer les commerçants dès la construction de l'étude, dès la construction de l'enquête, pour qu'ils ne puissent pas vous dire après coup, bah, votre enquête, elle dit des trucs, mais en fait, elle est nulle, il n'aurait pas fallu faire comme ça, il n'aurait pas fallu lui poser la question comme ça, ou il n'aurait pas fallu aller dans telle rue, mais plutôt dans celle-là. Donc les associer en amont pour qu'ils ne puissent pas se désolidariser finalement après coup de vos résultats pour continuer de promouvoir leurs propres solutions à eux et leurs propres ressentis. Voilà, je vous remercie. Merci Mathieu.